Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Thierry Mandon. Thierry Mondon, bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Souhaitez-vous que le Parlement soit consulté sur l'envoi d'armes aux rebelles syriens? Non. La candidate socialiste éliminée au premier tour de la législative partielle de l'Oise dimanche dernier doit-elle appeler à faire barrage au Front National? Non. Manuel Valls a-t-il eu raison de commenter la décision de justice qui donne raison à l'employé voilé de la crèche Babylou qu'il avait licencié? Non. Approuvez-vous la proposition de Gérard Bapt de diviser par 2 les allocations familiales des couples avec 2 enfants qui gagnent plus de 4 000 €? Non. Vous me dites non, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher aux allocations familiales ou est-ce qu'il y a une autre méthode? Ça veut dire que dans ce que propose Gérard Bapt, il y a des choses qui sont bien. Ouais. Premièrement, il ne faut pas fiscaliser les allocations familiales. Deuxièmement, il faut en effet réfléchir à une progressivité moindre du niveau des allocations familiales. C'est-à-dire les mettre sous condition de ressources. C'est-à-dire les proportionner au niveau des ressources, le montant de l'allocation. Mais je pense que décider d'un coup près qui fait qu'on diviserait par 2, c'est trop brutal. Vous me dites que Manuel Valls a eu tort de s'exprimer sur la décision de justice. Tort parce que ce n'est pas son rôle ou tort sur le fond? Non, il a tort parce que ce n'est pas son rôle. On est en régime de séparation des pouvoirs. Une décision de la Cour de cassation, ce n'est pas un ministre de la commenter. Et sur le fond, est-ce qu'il faut étendre la loi sur la laïcité, sur la neutralité aux services privés, enfin au privé, ou est-ce qu'elle vous paraît correcte comme ça? Non, cette décision met à l'évidence en lumière un vide juridique sur lequel le Parlement doit réfléchir. Et je pense qu'en effet, des évolutions de la législation sont nécessaires. L'événement du jour, c'est bien sûr encore la démission de Jérôme Cahuzac. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en disait le patron des députés socialistes, Bruno Le Roux. Il faut qu'ils se défendent. C'est une affaire qui est très personnelle, elle n'engage pas le gouvernement. Et d'ailleurs, le gouvernement a bien marqué qu'à partir du moment où il y avait la presse qui disait les choses, Jérôme Cahuzac disait le contraire. Aujourd'hui, il y a un juge. Il a fallu 3 heures pour prendre la décision de dire à partir du moment où les juges décident d'aller plus loin, il faut que Jérôme Cahuzac puisse se défendre. C'est ce qu'il va faire et moi, je lui accorde toujours la même confiance aujourd'hui que celle que je lui accordais hier. C'est une bonne décision? Ah oui, c'était indispensable. Et quid de la présomption d'innocence? La présomption d'innocence, c'est pas, en espèce, c'est pas le sujet, même si je pense qu'il est innocent, mais on ne peut pas avoir de confusion des genres. Quand on est ministre de la République, en plus ministre du Budget, et qu'on a une instruction sur des problèmes fiscaux, on doit démissionner. Est-ce que ça affaiblit le gouvernement? C'est un des très bons ministres du gouvernement qui quitte le gouvernement. Il va être remplacé par un excellent ministre, donc, mais c'est quand même pas un moment on ne renforce pas le gouvernement avec une histoire comme ça. Alors, il va être remplacé par Bernard Cazeneuve et du coup, il n'y aura plus de ministre plein de l'apprentissage et de la formation professionnelle. C'est le ministre du Travail, Michel Sapin, qui prend ça dans ses attributions. C'était une priorité de François Hollande, récemment réaffirmée. Est-ce qu'à terme, il faudrait rétablir un ministère plein de la formation et de l'apprentissage? Ah non, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a presque trop de ministres et de ministères. Donc je me réjouis qu'on soit sur un phénomène de regroupement. J'ajoute qu'il faut qu'il y ait une négociation très importante, d'envergure sur la formation professionnelle entre les partenaires sociaux. Et Michel Sapin a montré qu'il était vraiment l'homme de la situation pour ce genre de choses. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La nouvelle formule de l'impôt à 75% qui avait été retoquée doit être rendue publique d'ici quelques jours. C'est une bonne idée? Alors, ce qui est une bonne idée, c'est de remplacer le dispositif prévu par un dispositif. Ça, vous n'aviez pas le choix. Là. Par un dispositif constitutionnel cette fois, donc ce ne sera pas une taxe à 75%. Et en revanche, oui, on a un engagement de campagne de contribution pour une durée limitée des très hauts revenus à l'effort de rigueur du pays. Quel est selon vous l'enjeu de l'intervention de Jean-Marc Ayrault cet après-midi en réponse à la motion de censure déposée par la droite? L'enjeu, c'est 2 choses. D'abord que les députés à qui on a demandé beaucoup d'efforts, avec dossier par dossier, des décisions difficiles, comprennent le sens, la perspective de l'ensemble des Ce n'est pas le cas actuellement? C'est pas le cas actuellement, parce que quand on a la tête dans l'eau pour prendre des mesures difficiles, parfois on manque du recul nécessaire à avoir la vision globale. Donc ça, c'est indispensable. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser où est le flou? Non, c'est pas le flou, c'est la vision d'ensemble. On prend des mesures fiscales, on prend des réformes des économies, on prend des dispositifs nouveaux. Donc mesure par mesure, l'ensemble doit dessiner
un corps d'action cohérent et dynamique qu'il faut vraiment savoir formuler. Mais est-ce qu'il doit, par exemple, s'exprimer sur l'objectif de réduction des déficits à 3% du budget, dont tout laisse à croire qu'il ne sera pas atteint dans l'échéance promise par François Hollande? Je lui suggérerais, s'il me demandait mon avis, de ne pas revenir sur des débats qui sont clos. Le débat à 3%, cette année, le déficit à 3%, on ne sera pas à 3%. Tout le monde le sait, la Commission européenne le sait. Donc la question. C'est pas nécessaire de le dire? Mais la question, c'était une promesse de François Hollande. C'était une promesse. François Hollande ne pouvait pas promettre non plus que la croissance européenne serait au niveau où elle est aujourd'hui. Donc ce qui est plus important, c'est qu'il réaffirme l'objectif de rééquilibrage à terme des comptes de la France. Quel terme? Le terme, c'est la fin du quinquennat, donc c'est 2017. Que deuxièmement, il réaffirme l'objectif de réduction du déficit structurel, parce que c'est ce qui est le plus important. Et que troisièmement, il réaffirme la volonté d'articuler notre politique budgétaire avec l'ensemble des pays européens. Est-ce que vous attendez des précisions sur les économies? Oui. Je pense qu'il est important qu'on sache d'abord que les économies, c'est un sujet pris au sérieux par le gouvernement, c'est pas quelque chose d'annexe à des impôts, mais que c'est au moins aussi... C'est l'impression qu'on a, que la priorité est donnée à la fiscalité? Écoutez, c'est l'impression qu'ont certains des Français, et c'est pas totalement faux. Dans la première année, on a fait 2 tiers de création d'impôts, 1 tiers de réduction des dépenses, pour pas peser trop sur la conjoncture. Maintenant, il faut inverser la séquence. Inverser carrément, pas arriver à 50-50. Ça fera en moyenne 50-50, puisque si on était à 2 tiers, 1 tiers, si on fait 1 tiers, 2 tiers maintenant, en tout cas, il faut faire un effort important encore d'économie, ce à quoi s'attelle le gouvernement. Vous avez une idée sur les économies? Oui. Moi, j'en ai 2. Je pense qu'il y a des enjeux autour de la formation professionnelle. Oui. C'est très cher et on peut faire beaucoup mieux. Pour moins cher? Pour moins cher, beaucoup mieux. C'est l'enjeu sûrement de la réforme que va proposer Michel Sapin aux partenaires sociaux. Et puis ensuite, il y a des choses beaucoup plus structurantes. Je pense que sur les niveaux de collectivité territoriale, à terme, il faudra rationaliser. Vous avez déclaré récemment, quand on est dans la tempête, l'équipage doit tirer dans le même sens. Là, il y a trop de mousse, et ce, dans tous les sens du terme. Trop de mousse, trop de contradictions, trop de couacs. Est-ce que l'épisode Cahuzac peut permettre de resserrer les rangs? Non, c'est 2 choses différentes. La question de la gouvernance du pays en temps de crise durable, c'est un sujet en soi qui mérite la réflexion. L'équipage doit être cohérent, il doit être le plus serré possible, et budgétairement, on doit montrer que chaque denier compte. Mais ça veut dire que c'est un problème d'autorité de Jean-Marc Ayrault ou de François Hollande? Non, c'est pas du tout un problème d'autorité, c'est un problème de dimensionnement des équipes pour faire face à la bourrasque. Quand François Rebsamen conseillait à François Hollande de virer un ministre n'importe lequel à la limite pour donner l'exemple, il avait raison? François Rebsamen a eu raison d'insister sur le dommage que nous créent ponctuellement les couacs du gouvernement. Dernière question, le Parti socialiste dirigé par Harlem Désir fait-il son travail pédagogique et de soutien du gouvernement? Le Parti socialiste, d'abord, il se met en place. Il y a beaucoup de nouveaux responsables. Du parti. C'est même un renouvellement très profond qui n'a pas été assez souligné. Et progressivement, il va être beaucoup plus offensif, notamment vis-à-vis de l'opposition qui l'exige. C'est un souhait ou c'est une prédiction? C'est à mi-chemin entre les deux. D'accord. Thierry Mandon, je vous remercie. Au revoir et à bientôt.